Sur l'île de Chypre, dans la Grèce antique, vivait un sculpteur d'un grand talent. Il s'appelait Pygmalion. Il était célibataire et sans épouse. Il sculpta dans de l'ivoire une statue représentant une jeune fille, très réaliste et très belle, si bien qu'elle semblait même être vivante. Pygmalion était tellement admiratif de sa création qu'il en est tombé amoureux. Il s'est mis à lui faire des cadeaux, à la couvrir de tendresse et d'affection. Le jour de la fête de Vénus, il vient pour prier et adorer la déesse et lui demander de rencontrer une femme. Cette dernière est très touchée par sa demande et quand il rentre chez lui, il s'aperçoit que sa sculpture est devenue vivante et elle s'est transformée en une véritable jeune fille qu'il va épouser et avec qui il aura une fille du nom de Paphos et cette fille donnera son nom à une île grecque. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Le mythe dont je t'ai parlé en introduction, c'est le mythe de Pygmalion et Galatée. Donc Galatée, c'est le nom de la statue qu'il a rendue vivante, et Pygmalion, c'est le nom du sculpteur. Et il a donné son nom à un effet psychologique qui est connu sous le nom d'effet de Pygmalion. Et l'effet de Pygmalion, en fait, ça décrit une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore significativement ses probabilités de réussite. Et dans ce mythe, c'est parce que ce sculpteur, il croit profondément à sa sculpture, parce qu'il la couvre d'amour et de bienveillance, qu'elle se met à prendre vie et qu'elle va réaliser son rêve. Aujourd'hui, on va voir comment l'approche psychologique des 50 dernières années, elle a eu des limites par rapport à cette question-là, en quoi elle a joué contre cet effet, et qu'est-ce qui coince, et pourquoi cette approche-là, elle peut t'aider à aller moins mal, mais ça ne va pas t'aider à aller mieux. Et quelle approche adopter du coup pour aller mieux et pour t'aider dans ton deuil, dans ton couple et tes relations. Alors moi on m'a envoyé faire une séance chez le psy quand j'étais ado, j'avais 10-12 ans. J'ai pas le souvenir que ça m'ait vraiment transformé et transcendé parce que pour moi dans cette séance on a juste soulevé une peur, on a juste discuté de la peur de l'échec et c'est quelque chose qui restait assez vague et assez peu profond par rapport à les vraies souffrances que j'avais en tant qu'orphelin. Et puis je me suis pas forcément reconnu non plus dans les diagnostics ou dans les magazines psychologiques ou les différentes pathologies qu'on peut citer comme le trouble du sommeil, les addictions. Et ça veut pas dire que j'allais forcément bien, mais je me retrouvais pas forcément dans ces symptômes-là et dans cette approche-là. Mais je comprends que comme orphelin, tu puisses aussi te retrouver dans certains symptômes psychologiques. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup changé mon point de vue sur ces questions. Parce qu'avant, je pensais que les troubles psychologiques qu'il y avait chez les autres personnes, c'était des choses qui leur étaient propres. Je pensais que c'était des pathologies et que ça ne me concernait pas et que donc ça ne me parlait pas spécialement. Mais j'ai compris aussi en regardant sincèrement en moi qu'en fait ces troubles-là ils pouvaient exister d'une manière plus ou moins forte ou à un certain degré et que en écoutant j'étais capable aussi de comprendre et même d'apprendre sur l'autre et que l'autre par son expérience me permettait aussi d'apprendre sur moi parce que je pense que c'est pas quand je me crois différent d'une personne chez qui on dit qu'elle a une pathologie que je suis capable de l'écouter et de la comprendre. Ce constat-là je l'ai retrouvé aussi chez Marshall Rosenberg dont je t'ai déjà parlé. Marshall Rosenberg, c'est ce psychologue, ce docteur américain qui a fondé la communication non violente. Et il raconte dans son livre, une psychiatre dans un hôpital vient lui demander son diagnostic pour telle patiente. Est-ce que vous pensez qu'elle est schizophrène ou est-ce qu'elle a une psychose qui est causée par les psychotropes qu'on lui donne? Et il est très mal à l'aise avec cette question, même s'il a il a les mêmes formations à la base. Et il s'est rendu compte en fait que
que les médecins n'étaient pas tous d'accord sur les définitions, ils n'étaient pas tous d'accord sur les diagnostics et sur les symptômes, et que cette approche, en fait, elle éloignait finalement la question du bien-être du patient, et que, en fait, c'est aussi cette distance qu'il y avait entre le thérapeute et son patient, en lui collant un diagnostic, que cette distance-là venait en fait de l'approche psychothérapeutique et psychanalytique, en fait, qui postule que s'il y a des liens affectifs ou des sentiments, ou même juste de l'empathie entre le thérapeute et le patient, c'est que le thérapeute il a encore une pathologie et qu'il faut commencer par soigner le thérapeute, et qu'il peut pas encore s'occuper de patients. Ça, c'est une manière de voir qui vient de la psychanalyse, et c'est justement ce que Marshall Rosenberg réfute. Et au contraire, en fait, il démontre qu'écouter avec empathie, que le fait de justement pas poser de jugement ou de diagnostic, et puis de pas d'avoir une écoute empathique qui est différente que l'écoute psychanalytique, en fait, où l'écoute psychanalytique en général c'est un miroir, et le thérapeute il a tendance quand le patient lui pose une question, il lui répond par et vous, qu'est-ce que vous en pensez, et alors que l'écoute empathique, elle demande de comprendre ce qui se passe chez l'autre, en l'écoutant, en se mettant à sa place, ou en envisageant ce qui le touche et ce qui aussi pourrait moi me toucher. Et c'est très différent que juste d'avoir un modèle psychologique et des théories sur les personnalités, et d'aller poser un diagnostic. Parce qu'en fait, ce filtre-là du diagnostic et des catégories, il empêche toute écoute empathique. Il y a un autre chercheur et psychologue qui a vraiment travaillé sur ces questions, qui a montré comment le modèle psychologique et psychiatrique qui est suivi depuis des années, il a vraiment des limites à cause de ce point-là. Ce psychologue, c'est Martin Seligman. Et Martin Seligman, c'est donc un chercheur américain, et qui a lancé il y a maintenant 20 ans ce qu'il a appelé la psychologie positive, et qui apporte toute cette réflexion sur ce qu'a été la psychologie du siècle dernier et ce qu'elle a créé et les limites de son approche. Et donc il raconte que l'Institut américain de la santé mentale a investi depuis des années des milliards de dollars sur l'élaboration de ce modèle des pathologies, et qu'il y a une science qui s'est développée pour traiter les maladies mentales, et pour traiter les maladies qui sont aussi diagnostiquées comme telles, comme mentales, et qu'avec ce système-là, on a, à partir de concepts flous comme la dépression, comme l'alcoolisme, on a fait des concepts, des maladies, des pathologies qu'on peut classer, qu'on peut analyser, qu'on peut étudier avec une méthode, et qu'on peut aussi chercher des raisons d'une maladie mentale, inventer des traitements médicaux et des traitements psychologiques. Et la psychologie et la psychiatrie qui ont été construites au cours du siècle dernier, ça permet de rendre les gens malheureux un peu moins malheureux, ce qui est déjà un bon résultat. Mais les conséquences de ce modèle, c'est que les psychologues et les psychiatres, c'est devenu des spécialistes uniquement des victimes et des pathologies, et que on a oublié aussi ce que c'était que la responsabilité individuelle, et que les gens aussi font des choix et prennent des décisions. Et à travers ce modèle, on a oublié aussi juste d'améliorer des vies normales, en fait. Et à force de vouloir réparer ce qui est cassé, en jugeant que ce qui est cassé, c'est pas normal, on n'a pas cherché à inventer des choses pour rendre les gens heureux, améliorer leur quotidien. On cherche à être moins malheureux, mais pas à être plus heureux. On ne cherche pas à s'inspirer des personnes qui sont heureuses, qui sont talentueuses ou accomplies. Et du coup, comment on inverse cette tendance ? Comment on mesure le bonheur ? Comment on classifie des maladies, non pas des maladies mentales, mais des qualités ou des forces mentales ? Comment on étudie aussi concrètement des personnes qui sont heureuses ? Quel type de traitement ou quel type d'intervention on peut faire pour aider des gens à ne pas aller moins bien, mais à vraiment être heureux et à aller mieux. Cette approche, en fait, elle dépasse le cadre psychologique, parce qu'elle invite à une réflexion sur l'approche médicale aussi. Et dans l'approche médicale, dans la médecine, on s'attache toujours à traiter des pathologies, à faire en sorte que les patients soient moins mal
et pas forcément à ce qu'ils aillent mieux, mais en tout cas, on détecte un symptôme et on va traiter le symptôme. Et je voudrais te refaire un petit point sur l'approche qu'utilisent les médecins, mais du coup aussi les psychiatres et certains psychologues pour soigner. Cette approche, elle se base sur le modèle biomédical. Le modèle biomédical, en fait, concrètement, c'est en 3 parties. Il y a les symptômes qu'on va observer chez le patient, il y a le diagnostic qu'on va déduire de ces symptômes et le traitement qu'on va administrer. Et le traitement, c'est pas nécessairement un traitement qui soigne, c'est le traitement qui est le plus efficace statistiquement. Donc on a une liste de traitements. On a un traitement qui a 90% de succès. Si ce traitement-là, il ne marche pas ou il n'est pas adapté au patient, on essaye un autre traitement qui a 70% de succès, etc., etc., avec aussi les effets secondaires que ça peut entraîner. Et on a une approche par catégorie où on va classer les pathologies avec d'un côté la dépression, les troubles alimentaires, les troubles suicidaires, etc. Mais en fait, quand on fait ça, et quand on dit à une personne qu'elle a une maladie mentale, qu'elle a quelque chose de mal, qu'elle est cassée et qu'on va la réparer, encore une fois, on lui retire son pouvoir, on lui retire sa volonté et on la transforme en un dossier médical, en une expérience. Comment on fait pour changer le discours là-dessus ? Comment on fait pour arrêter de considérer une personne qui souffre comme une personne ayant une pathologie et qu'on arrête de lui dire on va commencer par vous réparer et puis après vous pourrez vivre normalement. Non, comment on apprend à vivre avec cette souffrance, avec une maladie pour en faire quelque chose de beau et quelque chose qui a du sens pour la personne et qui a du sens aussi pour la société. Et c'est la même chose sur la question du deuil en fait, parce qu'on rapporte beaucoup le deuil à la question de la pathologie et à quel moment c'est pathologique, à quel point c'est trop long ou trop douloureux, parce que simplement les personnes qui vont se faire aider par des psychiatres et des psychologues, c'est les personnes qui forcément en ressentent le besoin et qui se sentent mal. Et donc très peu forcément des personnes qui sont résilientes ou qui sont capables d'avancer dans cette aide, forcément elles n'ont pas besoin elles vont pas consulter. Et donc ce que rapportent forcément les médecins et les psychologues dans leurs études sur le deuil, c'est toujours comment on fait pour aider des gens malheureux à être moins malheureux. Et rarement comment font des personnes résilientes et quelle est leur vision du deuil, quelle est leur vision de l'amour et qu'est-ce qui concrètement les a aidés à traverser cette épreuve et qui fait que aujourd'hui c'est des personnes qui sont heureux et épanouies. Et c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de l'effet Pygmalion dont je te parlais en introduction et son inverse qu'on appelle l'effet golem en fait. Donc l'effet golem, c'est comment un jugement négatif sur une personne va avoir tendance à lui faire avoir des mauvais résultats. C'est quelque chose qu'on observe aussi en éducation à l'école. Et donc à l'inverse, l'effet Pygmalion, c'est un prof qui adore son élève ou qui passe beaucoup de temps à flatter son élève ou qui a vraiment une bonne relation avec un élève, forcément les résultats de l'élève vont être meilleurs et ça va créer une sorte de prophétie autoréalisatrice. Je te dis que tu es le meilleur, donc tu deviens le meilleur. En psychologie, c'est la même chose, quoi. Comment le jugement que je pose et le diagnostic qu'un médecin pose sur une personne va influencer sa guérison, ses succès et son bien-être. Et si je suis autant critique en fait de la psychologie et de la psychiatrie, c'est que cette approche-là, qui va chercher à réparer des personnes qui sont mal, sur qui on pose un diagnostic et un jugement, et avec qui on refuse d'avoir une approche empathique, c'est parce que concrètement, cette approche réduit vraiment l'individu à un dossier médical, à un sujet d'expérience et un cas d'analyse. Pour moi, c'est une approche qui attaque la volonté, attaque la dignité, détruit l'ambition et détruit aussi du rêve. Sur les hôpitaux psychiatriques, j'avais vu un documentaire sur Arte là-dessus qui décrit la réalité des hôpitaux psychiatriques et vraiment moi ça m'avait impressionné et ça m'avait vraiment touché à quel point c'est un traitement inhumain qu'on inflige à des personnes pour qui on dit qu'elles ont des pathologies mentales et que ça ressemble à de la prison et à quel point on prive ces personnes de liberté et on les juge quand on prétend être en train d'en prendre soin et de les soigner. Et il y a eu une écrivaine française qui s'appelle Joy
Joy Sorman, ou Sorman, qui a écrit un livre qui s'appelle À la folie, dans lequel elle décrit ce que vivent les personnes internées. Et c'est vrai qu'avant, moi, je connaissais pas, je connaissais que cette approche médicale et que la technique du diagnostic. Et donc, je jugeais aussi et je mettais de la distance avec la pathologie. Et quand il y avait quelqu'un qui me disait qu'il avait une pathologie, ou quand on parlait d'une personne qui était malade et qui avait une pathologie, j'avais tendance à mettre de la distance, à juger la pathologie et j'avais tendance à fuir un peu aussi cette question-là, parce que je me sentais pas vraiment concerné, je me sentais pas vraiment à l'aise aussi par rapport à ça, et parce que je reconnaissais simplement pas la part d'humanité, la part d'universalité dans ces difficultés. Et aujourd'hui, même par rapport à moi-même, par rapport à mes propres souffrances, en fait, le fait de les reconnaître chez les autres, le fait d'être aussi capable de les reconnaître chez moi et pas juste les nier ou en faire une pathologie qu'on soigne avec des médicaments, pour moi, c'est une approche qui est beaucoup plus inclusive et empathique, et c'est ce qui permet de reconnaître cette souffrance en fait comme une partie de moi, et je pense que ça donne une autre relation que celui de juste une relation entre un patient et un thérapeute. Et bien sûr, sur cette question-là, il y a peu de médecins et peu de psys qui ont cette pratique biomédicale avec les symptômes et le diagnostic, qui vont reconnaître sa nocivité. Et pourquoi il y a très peu de médecins qui pratiquent cette approche, qui vont reconnaître cette nocivité? C'est parce que la dissonance cognitive en fait que ça entraîne, elle est beaucoup trop forte pour eux. Il y a une analogie qui est très parlante dans l'histoire de la médecine, c'est l'apparition de l'hygiène médicale au XIXe siècle. Le premier médecin en fait, qui a découvert que quand on se lave les mains entre la morgue et entre la salle de l'accouchement, on tue moins de bébés, c'est un accoucheur hongrois qui s'appelle Ignaz Semmelweis. Et donc cet accoucheur, ce médecin hongrois, il s'est rendu compte en faisant des études que quand les médecins se lavaient les mains parce qu'ils faisaient des autopsies et puis après des fois ils allaient faire des accouchements, et qu'entre les deux ils ne se lavaient pas forcément les mains, et quand il l'a rapporté aux autres médecins, qu'il a dit j'ai fait une étude, les gars, il faut qu'on se lave les mains parce que c'est chaud quoi. Et les autres médecins lui ont dit non, en fait c'est n'importe quoi cette étude, il n'y a pas de fondement. Et pourquoi ils ont réagi comme ça? C'est pas parce que c'est des médecins qui sont conservateurs ou qui sont de mauvaise foi. C'est juste parce qu'en fait, ils ont investi des dizaines d'années dans des études où on leur a appris que c'était pas vrai, on leur a pas dit que se laver les mains, c'était quelque chose ne pas se laver les mains, ça pouvait provoquer des morts. Et pareil, pendant des années de pratique, ils sont pas lavé les mains, ils sont pas posé cette question. Et donc, cette dissonance cognitive entre peut-être il a raison et la prise de conscience de ah ouais, mais en fait j'ai peut-être tué des centaines de bébés, elle est trop forte. Elle est tellement forte qu'en fait, on préfère nier cette étude, on préfère accuser ce médecin de menteur, on préfère le rejeter. Donc, imagine-toi un peu ce que ça pourrait représenter aujourd'hui de dire à un praticien qui fait de la psychologie ou de la psychiatrie ou de la psychanalyse depuis des dizaines d'années et qui base tout son travail sur le modèle biomédical où il détecte un symptôme, après il en déduit un diagnostic et il administre un traitement. Si aujourd'hui on découvre que en fait, son approche elle détruit les volontés, elle détruit les ambitions des gens et que finalement elle crée aussi pas mal de dégâts. Qu'est-ce qui va répondre à ça? Il va certainement dire non, c'est n'importe quoi. Et toi, c'est quoi le type de rapport que tu as avec la psychologie aussi dans la question de ton deuil? Est-ce que c'est plutôt une psychologie qui est basée sur l'analyse des symptômes, ou est-ce que c'est une psychologie comme la psychologie positive ou la communication non violente qui évite de juger le patient, qui évite de lui coller des pathologies et qui cherche à avoir une approche plus empathique? Si tu as une expérience avec un psychologue, je serais vraiment ravi que tu viennes la partager avec nous sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast.
Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va voir c'est quand le bon moment pour travailler sur ces problématiques du deuil et sur les conséquences qu'a ce deuil sur tes autres relations.